Le 1er avril, poisson d'avril, la NASA a officiellement lancé sa fusée Artemis II, affirmant vouloir ramener des humains sur la Lune en 2026. Or, pour retourner sur la Lune, il faudrait y être allé auparavant, ce que de nombreux chercheurs et moi-même avons formellement démenti dans plusieurs vidéos précédentes, démontrant que les premiers alunisages de la NASA étaient des mises en scène. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, après un demi-siècle de progrès technologiques, Artemis II ne prétend même plus se poser sur la Lune comme Apollo, mais se contente de la survoler. Alors quelle preuve nous apporte-t-on que la NASA envoie réellement des humains en orbite autour de la Lune? Comme d'habitude, on nous montre un lancement de fusée depuis le Centre spatial Kennedy en Floride, décrivant la même trajectoire parabolique que toutes les fusées, missiles et autres projectiles lancés dans le ciel. Au lieu de s'élancer directement vers la Lune, ce qui serait bien plus logique et convaincant, chaque fusée décrit une trajectoire parabolique, passant de la verticale à l'horizontale. On peut même apercevoir la plupart d'entre elles amorcer leur descente vers la Terre avant de disparaître de notre champ de vision. La NASA justifie ce phénomène en expliquant qu'elle utilise volontairement cette trajectoire parabolique pour toutes ces fusées grâce à une technique de pointe inspirée des jeux vidéo et utilisant un système de gravité artificielle. Les fusées seraient ainsi capturées par un puits gravitationnel agissant comme une fronde gravitationnelle, ce qui optimiserait leur propulsion vers la Lune. Incroyable, non? Si toutes ces fusées de la NASA décrivent une trajectoire parabolique et semblent sur le point de s'abîmer dans l'océan à quelques kilomètres de là, c'est parce que descendre est le meilleur moyen de monter. Ainsi, tous les experts de la NASA vous toiseront du regard, vous expliquant avec suffisance les leçons de leurs supérieurs sur la gravité et l'effet de fronde gravitationnelle, tout en observant les fusées décoller les unes après les autres vers l'est depuis Fort Lauderdale, décrivant des trajectoires paraboliques en direction du triangle des Bermudes. Regardez attentivement la fusée passer de la verticale à l'horizontale et s'éloigner au-dessus de l'océan, hors de la vue de tous. En un instant, elle disparaît complètement de notre vue. Où est-elle passée? On la voit parfaitement, puis elle devient totalement invisible, comme si elle s'était volatilisée. Étrangement, c'est la deuxième fois, ce jour-là, qu'un objet volant disparaît ainsi. Regardez ces images prises juste avant le lancement d'Artemis II et observez attentivement l'avion qui apparaît sur la droite de l'écran. Où est-il passé? Il disparaît complètement, comme s'il s'était volatilisé derrière un écran vert géant. Regardez à nouveau la séquence au ralenti. Autre curiosité, ces images montrent la nacelle téléphérique descendant de la fusée au moment du lancement. Il s'agit des nacelles d'évacuation d'urgence censées permettre d'évacuer les astronautes en cas d'urgence. Elles semblent bel et bien être utilisées ici, au dernier moment. Comment savons-nous qu'elles sont vides? Les astronautes auraient très bien pu simplement monter dans ces nacelles pour se rendre au studio suivant, où ils seraient harnachés et feraient semblant d'être dans l'espace. Saviez-vous que la NASA est le plus gros acheteur d'hélium au monde? L'hélium est un élément stable et très léger, utilisé pour envoyer des ballons à haute altitude. La NASA utilise d'ailleurs de grandes quantités d'hélium pour envoyer ses satellites, Satelloons. Mais que pensez-vous de ces fusées? Regardez cette image d'Artemis II diffusée en direct sur Fox News. Qu'en pensez-vous? Honnêtement, sans parti pris, cela ne ressemble-t-il pas à un énorme jouet gonflable? Observez les coutures et les plis. Une fois la fusée hors de vue du public, après quelques minutes d'images réelles du lancement, comme à son habitude, la NASA passe aux images de synthèse. On ne peut jamais obtenir d'images en direct non modifiées, parfaitement centrées sur la fusée, ni avec une vue sur la Terre. On n'a droit qu'à des images du lancement, coupées en images de synthèse pendant 1 heure, puis, quand ils sont prêts à relancer les soi-disant retransmissions en direct, voilà ce que l'on voit. Une image où de larges portions de l'engin occupent tout l'écran, puis de longues coupures d'écran bleu durant plusieurs minutes, voire des heures, avant le retour d'une autre vidéo similaire montrant une grande partie du vaisseau au premier plan. Observez la Terre supposée dans ces vidéos. Pourquoi a-t-elle cette forme?
Sur toutes les autres images et vidéos de la Terre publiées par la NASA, elle est parfaitement circulaire. Pourquoi la Terre est-elle aplatie comme ça? Comment peut-elle changer de forme aussi radicalement? On nous dit toujours que la Terre est un sphéroïde aplati, mais c'est l'une des rares fois où j'ai vu la NASA la représenter ainsi. D'ailleurs, où sont passés tous les satellites et les étoiles? Il devrait y en avoir des dizaines de milliers en orbite, mais on n'en voit jamais un seul. Autre chose dont je suis sûr, nous ne verrons jamais de vidéos indépendantes filmées avec des caméras à super zoom, capturant Artemis II lors de son passage autour de la Terre, ni lors de son voyage autour de la Lune. Les caméras P900 et P1000 permettent de zoomer sur la Lune avec une précision incroyable. Mais je vous garantis que même si nous pointions tous nos télescopes et appareils photo vers la Lune au moment où Artemis II est censé passer, personne ne filmera le passage de la fusée. La NASA a déjà commencé à publier de nouvelles images de la Terre, prétendument prises par Artemis II, et elles sont toujours aussi douteuses. Et une fois de plus, la Terre y apparaît comme un cercle ou une sphère parfaite et nette, alors que quelques instants auparavant, lors de leur diffusion en direct, ils montraient une Terre visiblement déformée, ne ressemblant en rien aux images publiées peu après. Alors, examinons ces images de plus près. Où sont passés tous les continents? Sur cette image, on ne voit que la moitié du globe, et il n'y a que l'océan et une partie de l'Afrique. Devons-nous croire que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Australie et l'Antarctique se cachent sur l'autre moitié du globe? C'est exactement comme la fameuse image d'Apollo 17, présentée comme l'une des seules véritables photographies prises par la NASA. Si l'Afrique occupe 50% de la surface du globe, le calcul est impossible pour le reste. Et qu'en est-il de l'éclairage? La NASA affirme que la Terre éclipse totalement le Soleil sur cette image, concentrant ainsi toute la lumière solaire de l'autre côté du globe. Comment expliquer alors que toute la face cachée de la Terre soit si éclairée? Prenons aussi cette autre image, censée montrer la Lune depuis Artemis II. Pourquoi la Lune est-elle beaucoup plus petite dans l'espace que sur Terre? Je ne l'ai jamais vue aussi petite. Et pourtant, la NASA prétend que cette photo a été prise par l'équipage d'Artemis à mi-chemin entre la Terre et la Lune. En réalité, il ne s'agit pas de véritable photographie. Vous pouvez même analyser ces nouvelles images publiées par la NASA à l'aide d'un filtre d'intelligence artificielle avancé pour en vérifier l'authenticité et vous en rendre compte par vous-même. Ces images ne résistent même pas à l'analyse d'authenticité par l'IA et sont toutes identifiées comme des images de synthèse. En toute honnêteté, chacun devrait pouvoir constater par lui-même que ces images de la Terre sont clairement des images de synthèse. Mais si vous doutez de votre propre jugement, même l'IA vous confirme qu'il ne s'agit pas d'images réelles. D'après ChatGPT, il est fort probable que ces images soient générées par l'IA ou fortement retouchées. Le cadre de la fenêtre est anormalement épais et irrégulier, avec des bords flous, presque fondus. Les hublots des véritables vaisseaux spatiaux seraient plus aboutis et plus uniformes. Le satellite extérieur est étrangement positionné et légèrement stylisé. L'échelle et l'éclairage ne correspondent pas tout à fait à la photographie orbitale. L'éclairage terrestre dans le cadre intérieur paraît artificiel, voire cinématographique, plutôt que réaliste, notamment en raison des reflets et de la luminosité. La composition est trop nette et centrée pour une photographie spatiale prise à main levée. De plus, on remarque un point lumineux intense, dû à la lumière du Soleil, concentrée en un seul endroit sur Terre. Si la lumière du Soleil parcourt 150 millions de kilomètres d'espace pour atteindre la Terre, ne devrait-elle pas être éclairée uniformément? Pourquoi y aurait-il un seul point lumineux, comme si l'éclairage était localisé? Voir des adultes pourtant intelligents se faire berner par cette propagande est vraiment embarrassant et pathétique. Ces femmes de la NASA, les yeux brillants d'enthousiasme, sont tellement excités par la perspective de vivre dans leur futur imaginaire digne de Star Trek qu'ils ne voient pas la supercherie. Ils entendent parler de bases sur la Lune et d'envois d'humains coloniser Mars. Et ces idées, implantées par Hollywood, puis amplifiées par la NASA, se sont tellement enracinées dans leur esprit qu'ils ne voient plus la forêt que représentent les arbres.
Par exemple, j'ai regardé la vidéo du youtubeur populaire Some Ordinary Gamers intitulée « Le lancement d'Artemis II », où il exprimait son enthousiasme débordant. La joie immense qu'il manifestait pendant le lancement, son sourire permanent et son regard émerveillé, accompagné de ses espoirs d'un avenir où l'humanité vivrait sur Mars, m'ont attristé, me faisant prendre conscience de la duplicité des masses. Les gens veulent croire qu'ils participent à une grande exploration du cosmos, et la NASA leur offre la possibilité d'être de simples passagers clandestins, entretenant des relations superficielles. La dernière chose qu'ils souhaitent faire, c'est d'envisager sérieusement la possibilité qu'on leur mente au sujet de la Terre et de l'espace. C'est pourquoi beaucoup ne prennent pas en compte les nombreuses preuves démontrant que leur vision du monde n'est qu'un assemblage de propagande et de mensonges.